Le paragraphe suivant, on va voir la localisation de nano. C'est un paragraphe important. La localisation permet, c'est donc la deuxième façon, disons non triviale, de construire un nouvel anneau à partir d'un anneau donné, c'est en introduisant des fractions dans un cadre très général. Mais c'est tout comme le passage de Z à Q, on considère des nombres rationnels, c'est-à-dire des fractions d'entiers relatifs. Donc, soit un anneau, oui. Bon, la localisation d'un anneau permet de considérer des fractions de la forme A sur S, où A est dans A. S est aussi dans A, mais on ne va pas vouloir qu'ici en dénominateur apparaît n'importe quoi. S va être un ensemble dans un sous-ensemble S de A. Et si on veut avoir une structure d'anneau, vous imaginez, on va avoir l'addition de fractions et la multiplication de fractions comme habituellement. Donc en fait, il va falloir que S va fermer par multiplication. Fermé par le produit dans A. Et on voudrait aussi considérer les éléments de A comme des fractions, A sur 1, donc on veut aussi que 1 soit dans S. Donc assez naturellement, si on commence à considérer les fractions de type très général, on est amené à choisir un ensemble de dénominateurs, S, vous pensez à S comme l'ensemble de dénominateurs, et on va considérer des fractions A sur S, où les petits S ici proviennent de l'ensemble des dénominateurs. On appelle ça une partie multiplicative. Soit A nano, et S un sous-ensemble dans A. S est une partie multiplicative de A si, justement, on a ces conditions-là, si 1 appartient à S et pour tout S et T dans S, vous avez le produit appartient à S. Donc c'est le candidat dénominateur dans un anneau où on va considérer les fractions A sur S, où le petit s provient de l'ensemble de dénominateurs. Qu'est-ce qu'il faut garder en tête comme exemple dans la suite? Par exemple, vous pouvez prendre z privé de 0 dans z égale a. Ça, c'est bien multiplicatif, n'est-ce pas? Ça contient 1. Et si j'ai deux entiers non nuls, leur produit est non nul aussi. Alors, je peux même considérer l'anneau z tout entier, hein, même z, le sous-ensemble z. Évidemment, l'anneau a lui-même est une partie multiplicative, trivialement. On pourrait faire ça aussi, mais ça va donner des fractions qui vivent dans l'anneau nul, en fait. On va voir ça. Ce n'est pas exclu. Je n'ai jamais exclu que 0 n'y soit pas. Hein. Quelque chose qu'on a vu, c'est les dénominateurs qui sont de puissance de 10. Donc effectivement, ça c'est une partie multiplicative. Si vous prenez 1, 10, 10 carré, etc. Donc ça encore, c'est multiplicatif dans l'anneau Z. Et vous imaginez bien, quand on va faire la localisation de A par rapport à cet ensemble de dénominateurs, on va retrouver le nombre décimaux. Donc il va y avoir beaucoup de localisations, d'un anneau donné. Chaque choix d'une partie multiplicative va donner une autre localisation. Donc on a déjà deux localisations de Z, mais vous imaginez, il y en a plein d'autres. Un autre exemple, c'est je prends dans un anneau de polynôme.
donc là, je prends A crochet X comme anneau. Je prends la puissance de X. C'est bien sûr une partie multiplicative. Et on peut en donner plein d'autres. Donc on va construire un nouvel anneau. Notez S-1A, dont les éléments vont être des fractions. Seront de la forme A sur S. Où A est dans A et petit s dans grand S. Il faut bien être conscient, ça ne veut rien dire pour l'instant A sur S. Vous voyez? Dans un anneau, on n'a jamais écrit les fractions. Oui, dans Q, vous avez écrit ça, mais peut-être dans le corps de fractions de fonctions rationnelles, vous écrivez les fractions. On peut se demander ce que ça veut dire, ces fractions-là. Ce que ça veut dire, ça, on va voir maintenant. En fait, ça va être des classes d'équivalence. C'est une écriture pour une classe d'équivalence. Donc on commence avec A croix S. Qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Une fraction, c'est un couple d'éléments. Un élément de A et un élément de S. Et je vais munir cet ensemble d'une relation d'équivalence. Parce que vous savez bien, une fraction n'a pas une représentation unique, n'a pas un représentant unique. Un demi est égal à 2 quarts, etc. Vous pouvez écrire une fraction de plein de manières. C'est exactement ce qui fait penser à une relation d'équivalence, en fait. Une fraction, c'est une classe d'équivalence. Quelle est la classe d'équivalence? On définit une relation donc tilde sur A croix S par la formule suivante. Donc on va dire que A virgule S est équivalent à B virgule T. Donc on voudrait que ça représente fraction. Quand est-ce que deux fractions sont égales? A sur S est égal à B sur T, si seulement si TA est égal à SB, n'est-ce pas? Mais malheureusement, vous pouvez vérifier, ça ne va pas donner une relation d'équivalence. On n'arrive pas à montrer que c'est transitif dans un anneau quelconque. Et d'ailleurs, on peut construire des anneaux où c'est vraiment pas transitif. Il faut rajouter quelque chose. Il faut dire qu'il existe, comment je l'ai appelé, un R dans S, tel que RTA égale RSB. Ça, c'est pour la rendre transitive. Ça fait un peu bizarre. C'est ce qu'il faut faire pour avoir une relation transitive. On va le voir. Vous voyez, dans l'exemple, ce n'est pas très dangereux, parce qu'ici, par exemple, si R est dans S et S est les entiers non nuls, de toute façon, je peux simplifier par R. Donc si S contient des éléments par lesquels je peux simplifier, vous voyez, ça revient à la condition habituelle. Mais on est obligé de le faire, sinon on n'a pas une relation d'équivalence. On va le voir, on va vraiment l'utiliser. Donc le lemme, c'est que la relation tilde est une relation d'équivalence. Sur l'ensemble A croix S. Faisons-le, hein. C'est important. Donc, il faut commencer par la réflexivité, peut-être. La réflexivité. Réflexivité. AS est équivalent à AS. En effet, une fois S fois A est égal à une fois S fois A. Vous voyez, j'ai donc B égale A, T égale S, et je prends R égale 1. Vous voyez, j'ai 1 fois S fois A égale 1 fois S fois A. La symétrie.
Supposons AS est équivalent à BT. Je vais démontrer que BT est équivalent à AS. Bon, ça se voit tout de suite, hein, la symétrie se voit ici. Hein. Donc on a R dans S tel que RTA égale RSB. Donc aussi RSB égale RTA. D'où, vous voyez, ça veut dire que DT est équivalent à AS. Est en relation avec AS. Donc la symétrie aussi, la transitivité, où on va vraiment utiliser le R ici. Tout ça, ça aurait marché même si je n'avais pas introduit le R. J'aurais eu une relation réflexive et symétrique. Mais pour la transitivité, il faut le R. La transitivité. Je prends AS équivalent ou en relation avec BT et BT en relation avec CR. CR. Toujours, c'est des couples d'éléments de A croix S. C'est des éléments de A croix S. Donc on va démontrer que AS est en relation avec CR. Donc comme AS est en relation avec BT, il existe un élément de S que je ne peux plus appeler R. Moi, je l'appelle donc maintenant U. Il existe U dans S tel que UTA égale USB. Et de même, comme BT est en relation avec CR, il existe V dans S tel que VRB égale VTC. Donc je vais multiplier ça par VR et je vais multiplier la deuxième équation par US et je vais voir ce que j'obtiens. Vous voyez, si je multiplie ça par VR, je vais avoir ici VRB et je vais pouvoir faire cette substitution-là. Il faut que je relie. Est-ce que je me suis trompé? USVT. Voilà, c'est ça. Il faut que je relie AS à CR. Donc je multiplie ici par VR. Qu'est-ce que je vais avoir? VR UTA égale VRUSB. Et là, je vais regrouper VRB. Je suis dans un anneau commutatif, c'est important ici. Donc je vais plutôt écrire USVRB. Et je peux donc substituer ici, je vais multiplier par US, USVRB est égal à USVTC. Donc, du coup, VUT facteur de RA est égal à VUT facteur de SC. Je voulais démontrer que AS soit en relation avec CR. Vous voyez, VUT, c'est un élément de S. Oui, pourquoi VUT est un élément de S? VU sont dans S et T est un élément de S parce que BT, c'est un élément de A croix S. Donc VUT est dans S. Donc j'ai trouvé un élément dans S, disons W, tel que WRA. On a WRA égale WSC avec W dans S. Oui, c'est exactement dire que la fraction, le couple AS est en relation avec le couple CR. D'accord? Il y a beaucoup de lettres ici. Le couple AS est en relation avec le couple CR. Et donc ça démontre la transitivité. Bon, peut-être qu'on s'y perd un peu, et peut-être le choix ici de R, c'était pas un bon choix, mais en tout cas,
Voilà, ça démontre bien que la relation soit une relation d'équivalence. Et on note, du coup, on a notre ensemble, on note S-1A, le quotient de A croix S par cette relation d'équivalence. Ou autrement dit, c'est l'ensemble des classes d'équivalence pour cette relation d'équivalence. Et on note, qu'est-ce que c'est qu'une fraction? Ici, j'introduis la notion A sur S. Par définition, c'est la classe d'équivalence du couple AS. Donc S-A, on peut donc l'écrire comme l'ensemble de ces classes. S-A, c'est donc l'ensemble de fractions A sur S, où A parcourt A et S parcourt S. Où deux éléments sont égaux, où A sur S est égal à B sur T, si et seulement si, ils représentent la même classe, c'est-à-dire si et seulement si, ils sont équivalents par rapport à la relation d'équivalence. Donc ça, c'est AS est égal à BT, si et seulement si, il existe R dans S, tel que RTA égale RSB. À la limite, vous pouvez oublier tout ce qui précède et dire, bah, ça, je peux prendre ça comme une définition. S-A, c'est un ensemble d'écritures formelles comme ça, A sur S, où je décrète que deux fractions formelles comme ça sont égales si cette condition-là est satisfaite. Donc ça me fait un ensemble déjà. J'ai construit un nouvel ensemble à partir de A et S. Évidemment, on va le munir de lois de composition interne, deux lois, une addition et une multiplication. Et pour bien faire la chose, évidemment, on va commencer à travailler sur A croix S. On définit les applications au niveau de A croix S et on va vérifier qu'elles passent au quotient. Donc on définit dans un premier temps alpha et mu. Alpha, ça va être l'addition, mu, ça va être la multiplication, ça va induire la multiplication. Donc elles prennent un couple d'éléments de A croix S. Si je veux additionner des fractions, il faut que j'en prenne deux, donc ou multiplier, il faut que j'en prenne deux. Et je vais associer à ces choses-là tout de suite un élément de S-1 de A. Donc alpha, AS, BT. Je vais imiter l'addition des fractions qu'on connaît. Et comment additionner deux fractions A sur S et B sur T quand c'est des nombres rationnels, par exemple? Je les mets sur le même dénominateur. C'est-à-dire je remplace AS par AT, ST. Hein? D'ailleurs, ils sont équivalents, on peut le voir, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, je vais juste écrire la réponse TA plus SB, et ici, je multiplie ST. Oui, c'est ce qui se passe si on a des fractions. La fraction A sur S plus la fraction B sur T, on peut l'écrire comme la fraction TA plus SB sur ST. Et mu, c'est plus simple pour la multiplication. On va multiplier le numérateur et le dénominateur. C'est un petit exercice de vérifier que ces valeurs-là, ces éléments-là, ne dépendent pas des représentants ici. Donc, alpha AS BT est égal à alpha A'S' B'T'. Si AS est équivalent à A'S' et BT est équivalent à B'T'. Et de même,
pour mu. Bon, je ne vais pas le faire parce que c'est un peu long et ça va encore faire intervenir plein de lettres et c'est peut-être pas forcément clair. Donc, je vous conseille de le faire vous-même, hein, de bien vérifier que ça ne dépend pas des représentants. Donc, alpha et mu induisent des applications qu'on va noter plus et point, respectivement, de S-1 de A croix S-1 de A dans S-1 de A. Ou donc, plus, on va l'écrire comme ça, AS plus BT, c'est TA plus SB sur ST. Hein, ces applications sont définies par ça, hein, et AS fois BT, c'est AB sur ST. Donc à la limite, si vous n'êtes pas trop formaliste, vous pouvez très bien dire, voilà mon ensemble, et voilà les lois. Et il se trouve que tout ça c'est bien défini. Même si je remplace, si je prends d'autres représentants des fractions, toutes ces choses-là ont un sens. Et donc la proposition, c'est que cet ensemble S-1A, muni de ces deux lois-là, est un anneau. Donc l'ensemble S-1A, muni de l'addition et la multiplication qu'on vient de définir, est un anneau. Donc quand je dis anneau, on avait convenu que c'était sous-entendu commutatif et unitaire. Je pars d'un anneau commutatif unitaire, j'obtiens un anneau commutatif unitaire. La commutativité est importante. Vous avez vu, j'ai mélangé un peu les facteurs. La commutativité, c'est important. C'est bien plus difficile de définir la localisation d'un anneau non commutatif. Pour un anneau commutatif et unitaire, on a cet anneau S-1A muni de l'addition et de la multiplication. Bon, évidemment, ça concerne il faut vérifier beaucoup de choses, hein, parce que ça, c'est pas un sous-anneau de quelque chose qu'on connaît déjà, vous voyez. C'est pas un sous-anneau, voilà. Donc il faut vraiment vérifier tous les axiomes. Il faut vérifier toutes les conditions pour avoir un anneau commutatif unitaire. Moi, je ne vais pas le faire, hein, vous pouvez vérifier l'associativité de l'addition, l'élément neutre additif. Moi, je peux écrire 0 sur 1. 1 est dans S, 0 est dans A. Ça va être neutre additif. Hein. Voyons voir, 0, 1 plus BT. 0, 1 plus BT. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire T fois 0 plus 1 fois B sur T. Donc j'ai B sur T. Oui, ça marche impeccablement. L'opposé, quel est l'opposé de A sur S? Il faut donc écrire moins A sur S. Je ne peux pas écrire A sur moins S parce que je ne suis pas sûr que l'opposé d'un élément, d'un dénominateur dans S, il soit aussi. Hein. Je ne peux pas écrire A sur moins S et je suis obligé d'écrire moins A sur S. Hein, effectivement, en effet, si je fais A sur S et je rajoute moins A sur S, qu'est-ce que je vais avoir? Par définition, même si les dénominateurs sont égaux, vous voyez, je définis ici de manière formelle, même si t est égal à s, je vais avoir ici un s carré. Donc j'ai sa plus s fois moins a sur s carré. Donc ça me fait quoi? Ça fait sa plus s moins a. On sait que s fois moins a, c'est l'opposé de sa, donc je vais avoir 0 sur s carré.
Et 0 sur S carré, il est égal à 0 sur 1. Parce que vous voyez, 1 fois 0 est égal à S2 fois 0. Ça ne suffit pas tout à fait. Il faut aussi un élément de S, R, tel que R fois 1 fois 0 égale R fois S carré fois 0. Je prends R égale 1. Vous voyez, 1 fois 1 fois 0 est bien 1 fois S carré fois 0, parce qu'ils sont tous les deux égaux à 0 dans A. Donc ça, c'est l'opposé. Après, bon, il y a la commutativité de l'addition, ça c'est clair. Hein, on utilise, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la commutativité de l'addition ici et la commutativité de la multiplication ici pour avoir la commutativité de l'addition. La distributivité, c'est un petit calcul aussi. Après, l'élément neutre multiplicatif, bien sûr, ça va être 1 sur 1. C'est un élément que je peux écrire là encore, parce que 1 est dans A et 1 est dans S. Donc c'est bien un élément de S moins 1 de A. Et c'est clair que 1 fois BS, au BT, je l'avais appelé. Oui, on fait la multiplication numérateur par numérateur et dénominateur par dénominateur. Donc ça marche bien. Alors, l'associativité de la multiplication, c'est clair aussi. Qu'est-ce qui manque encore? La commutativité de la multiplication. Ça, c'est clair aussi. Hein. Donc, en fait, c'est pas très compliqué. Il faut peut-être remarquer qu'on a bien l'idée de fraction, c'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut peut-être vraiment dire, donc remarque, il faut quand même remarquer que A sur S est égal à AT sur ST, hein, pour T dans S. Je peux simplifier ou rendre plus compliqué les fractions. Hein. On a le minimum exigé pour les fractions, c'est-à-dire la fraction A sur S, c'est aussi la fraction AT sur ST. Hein. En effet, est-ce que ST fois A est égal à S fois AT? Oui. Et donc, je multiplie je prends R égale 1 dans la définition, et j'ai bien R fois ST fois A est égal à R fois S fois AT. Oui, donc voilà, on a vraiment l'idée de fraction. Sauf que c'est un peu plus subtil, c'est qu'on ne peut pas dire réciproquement, si j'ai deux fractions qui sont égales, alors il n'y a pas forcément un t, tel que, vous voyez, la deuxième fraction soit de la forme AT sur ST. Ça, je ne peux pas dire. En plus, cet anneau vient avec un morphisme. Dans la suite, je vais l'appeler iota, soit iota, l'application de A dans S moins 1 A, qui est associée à A, la fraction A sur 1. Ça, c'est une application. Hein. Je prends toujours A un anneau ici et S une partie multiplicative, bien entendu. Et je définis l'application de A dans S moins 1 de A en envoyant A sur la fraction A sur 1. Il n'y a rien à vérifier, c'est bien défini. Hein. Les classes d'équivalence sont de ce côté-ci et pas de ce côté-là, donc c'est tout à fait correct comme définition. Et on vérifie que c'est un morphisme d'anneau. Hein. Iota de A plus B, c'est A sur A plus B sur 1. A plus B sur 1, vous voyez, on a la chance. 1, c'est égal à 1 carré, donc c'est aussi A sur 1 plus B sur 1. A sur 1 plus B sur 1, c'est 1 fois A plus 1 fois B sur 1 au carré. Donc c'est iota de A plus iota de B. Pour le produit, c'est plus facile. Iota de AB, c'est AB sur 1 par définition, donc c'est AB
sur 1 fois 1, c'est A sur 1 plus B sur 1. Pardon, pas plus, c'est fois. Et donc c'est bien iota de A point iota de B. Et n'oublions pas l'élément neutre, iota de 1, c'est 1 sur 1, c'est bien l'élément neutre de S-1 de A. Donc iota est un morphisme d'anneau. Donc non seulement on a construit un nouvel anneau, mais en plus on a un morphisme qui permet d'interpréter les éléments de l'ancien anneau comme éléments du nouvel anneau. Donc, la proposition, c'est que iota de A dans S-1A est un morphisme d'anneau. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on se donne au départ? Soit A un anneau, commutatif unitaire, et S dans A une partie multiplicative, une partie multiplicative de A. Alors l'anneau S-1A est la localisation. L'anneau localisé, c'est la localisation de A par S. Et le morphisme iota de A dans S-1A est le morphisme de localisation. De A par S. C'est un peu comme le quotient. Vous vous souvenez, le quotient, on prenait un anneau A et un idéal. On construisait un anneau quotient A sur I qui venait aussi avec un morphisme de passage au quotient. Là, c'est pareil. On commence avec un anneau A, une partie multiplicative S, et ça vient, donc on construit l'anneau S-1A, c'est la localisation de A par S, et ça vient avec un morphisme de A dans S-A, le morphisme de localisation. En faisant quelques exemples, justement en reprenant ce qu'on avait vu tout à l'heure comme exemple, je prends S, Z privé de 0 dans Z, ça c'est mon anneau A. Qu'est-ce que c'est que S-A? C'était l'ensemble de A sur S, où A est dans Z, et S est dans Z, mais non égal à 0. Où on dit que A sur S est égal à B sur T, si et seulement si il existe R dans Z privé de 0, tel que RTA égale RSB. Si R, donc ça, c'est une égalité dans Z. Mais si R est non nul, dans Z, vous pouvez simplifier. Si RTA est égal à R fois SB dans Z, vous pouvez simplifier par R. Donc c'est encore équivalent à dire, parce qu'on est dans Z, et R est non nul, que c'est équivalent à dire que TA est égal à SB dans Z. Vous voyez, on retrouve, en tant qu'ensemble, on retrouve les fractions. C'est vraiment la même écriture. D'ailleurs, c'est ça la définition des nombres rationnels. Par définition, c'est ça. Donc, on retrouve les fractions rationnelles, les nombres rationnels, l'ensemble Q, les nombres rationnels. Et évidemment, les lois se correspondent. Donc, c'est même une égalité en tant qu'anneau. J'ai une structure d'anneau ici, j'ai une structure d'anneau là, c'est le même. Égalité. Pas seulement ensemblistement, mais c'est même égalité au niveau des lois de composition interne. Égalité en tant qu'anneau. Et le deuxième exemple, on avait pris S, les puissances de 10.
dans Z. Là, nos A, c'est Z. Et là, bah, de la même manière, S-1A, ça va être donc des fractions A sur 10 puissance n, où A est dans Z, et n, c'est un entier naturel, où il est sous-entendu que A sur 10 puissance n est égal à B sur 10 puissance m, si et seulement si il existe un K, c'est-à-dire que 10 puissance K fois 10 puissance m fois A égale à 10 puissance K fois 10 puissance n fois B. Ça, c'est la définition de l'égalité dans l'ensemble S-1A. Oui, je peux simplifier par 10 puissance K. K, c'est un entier naturel. 10 puissance K est non nul, c'est un entier non nul, donc je peux simplifier. Donc là encore, c'est pareil, c'est équivalent à dire que 10 puissance m fois A est égal à 10 puissance n fois B. Et donc ça, c'est exactement quand est-ce qu'on dit que deux fractions sont égales. Donc en fait, ici, on trouve l'ensemble des nombres décimaux qu'on avait déjà vu auparavant. C'est une égalité d'ensemble, mais évidemment, c'est même une égalité d'anneaux. Vous voyez, les choses qu'on avait déjà vues sont des instances particulières de cette localisation très générale. L'autre exemple, c'est que je prenais la puissance de x dans l'anneau accroché x. Une partie multiplicative. Qu'est-ce que c'est que S-1 de accroché x? C'est l'ensemble de polynômes P sur x puissance n, où P c'est un polynôme dans accroché x, et n c'est un entier naturel. Là, c'est pareil, P, deux fractions, P sur x puissance n et Q sur x puissance m sont égales, si et seulement si il existe un entier naturel K, tel que xk fois xm fois P égale xk fois xn fois Q dans accroché x. Je peux simplifier par x puissance k, parce que si je multiplie un polynôme par x puissance k, ça ne fait que décaler les coefficients, n'est-ce pas? Donc si ici j'ai deux polynômes xmp et xnq qui sont égaux après avoir multiplié par x puissance k, ils étaient déjà égaux avant. Donc c'est équivalent à x puissance m p égale x puissance n q. Bon, ça c'est peut-être pas très explicite. Remarquons que si j'écris P comme A0 plus A1x plus A-d x puissance d, je peux P sur x puissance m, je peux donc l'écrire comme ça. A0 sur x puissance m plus A1 sur x puissance m moins 1 plus AD. Bon, je ne sais pas, ça dépend de D, mais disons AD sur x puissance. Oui, là je suis un peu embêté quand même. Je n'ai pas encore dit qu'en fait 1 sur x c'est l'inverse de x, donc j'aurais peut-être dû le dire avant. Donc, continuons dans cette notation. AD sur x puissance m moins d. Alors, bon, il y a une petite vérification à faire, c'est qu'en fait, bien sûr, x vu comme x
x sur 1 dans cet anneau localisé est inversible dans A crochet x. Et tout l'intérêt de la localisation, justement, c'est rendre des éléments inversibles. Si je considère la localisation, si je considère x comme élément dans S-1 A crochet x, il va être inversible. En effet, x sur 1 puissance moins 1, c'est bien sûr 1 sur x. Car 1 sur x fois x puissance 1, vous voyez, c'est x sur x. Et comme je peux simplifier, c'est 1 sur 1, donc c'est 1. Donc en fait, au lieu d'écrire 1 sur x puissance m, je peux aussi écrire x puissance moins m. Donc ce qui est mieux, c'est d'écrire p sur x puissance m. Ça va être une somme. I va de moins m à... Si j'ai AI puissance xi, donc ça va jusqu'à d moins m. Je peux écrire p sur xm comme un polynôme de Laurent. C'est un polynôme de Laurent. Ça s'appelle des polynômes de Laurent. Les polynômes de Laurent, c'est des... Si vous voulez, c'est des polynômes en x et 1 sur x. C'est un polynôme de Laurent. Une expression, c'est une expression de la forme i va de 0 et i va de m à n, a i x puissance i, où m et n sont des entiers relatifs. On peut peut-être penser à n supérieur ou égal à m, mais ça n'a pas d'importance. Sinon, c'est la somme vide et c'est le polynôme nul. Donc, tout élément de A crochet x peut s'écrire sous forme de polynôme de Laurent. Je viens de l'écrire. Et en fait, A crochet x, localisé par cette puissance de x, c'est l'ensemble des polynômes de Laurent. En x à coefficient dans A, que je viens de définir. Ici, les AI sont dans A, bien sûr. Avec l'addition et la multiplication habituelles. Bon, c'est peut-être pas, c'était peut-être un peu tôt d'en parler, j'aurais dû en parler plus tard. Faisons des exemples plus simples. La plus petite partie multiplicative, c'est si je prends 1 tout seul. Ça, c'est une partie multiplicative dans n'importe quel anneau A. Qu'est-ce que ça va être S-1 de A? C'est l'ensemble de A sur 1, où A est dans A. Où deux fractions sont égales, si seulement si, il existe R dans S, tel que R fois 1 fois A égale R fois 1 fois B. Mais il existe R dans S, je n'ai pas le choix, il faut que R soit égal à 1. Donc c'est équivalent à dire que 1 fois A égale 1 fois B. Ça, c'est un peu compliqué. C'est une expression une condition un peu compliquée pour dire A égale B. Autrement dit, S-1 de A, ce n'est rien d'autre que A. Vous voyez, on voit tout de suite une bijection. L'égalité, c'est un peu exagéré, mais bon, vous comprenez, les éléments de S-1 de A, c'est les éléments de A. Deux fractions-là sont égales, et si seulement si leurs numérateurs sont égaux. Donc c'est vraiment écrire les éléments de A d'une manière compliquée. Donc c'est vraiment l'ensemble A, et son addition correspond à l'addition sur A, et la multiplication aussi.
Donc en fait, cette localisation-là est une localisation triviale. C'est que si vous introduisez que des dénominateurs égaux à 1, vous écrivez votre anneau d'une manière plus compliquée, mais c'est le même anneau. C'est tout comme le quotient d'un anneau A par l'idéal 0, c'est écrire l'anneau A d'une manière compliquée. Vous avez des classes d'équivalence et je ne sais pas quoi. Vous avez l'ensemble A bar, deux éléments A bar égale B bar, c'est seulement si A égale B. Donc c'est une façon de comparer le quotient de A par l'anneau engendré par 0, c'est vraiment c'est l'anneau A en tant qu'anneau. Et un autre cas extrême, c'est je prends, j'aurais pu prendre S égale A tout entier. Prenons S égale A tout entier. Elle est multiplicative. Qu'est-ce que c'est que S moins un A? C'est l'ensemble A sur S, où A est dans A, et S est dans A aussi. C'est-à-dire que je peux prendre dans l'équivalence, dans la relation d'équivalence, je pourrais prendre R égale 0. Et tout le monde est égal, tout le monde est égal ici. Tous les éléments sont égaux. A égale A sur S égale B sur T, car je prends R égale 0 dans la définition. 0 fois T fois A est égal à 0 fois S fois B. Vous voyez, tout le monde est égal. Il n'y a qu'un seul élément là-dedans. Donc c'est forcément l'anneau nul. En fait, vous voyez, ça se produit déjà dès que 0 est dans, plus généralement, dès que 0 est dans S, S moins un A, c'est l'anneau nul. Parce que toutes les fractions sont égales. Oui, mais on n'interdit pas de le faire. C'est même important pour avoir des énoncés généraux agréables de ne pas devoir exclure le cas 0 dans S. Donc on ne va pas l'exclure, ça marche. On peut écrire les fractions. Ici, vous voyez, je peux écrire 1 sur 0. Il n'y a pas de problème, ça a un sens. 1 sur 0, c'est un élément de la localisée de Z par 0,1. Ça, c'est une partie multiplicative. 0,1, c'est un anneau. Je peux écrire 1 sur 0. Malheureusement, c'est l'anneau nul, mais bon, ça a quand même un sens. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Donc ça, c'est quelques exemples de localisation. Et de manière totalement analogue avec le quotient d'un anneau par un idéal, on a une propriété universelle. Alors, quelle est la propriété déjà d'un quotient? Un quotient, on a un morphisme de passage au quotient qui rend 0 les éléments. Les éléments de l'idéal sont envoyés sur 0. Ici, la propriété, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que soit S dans A multiplicative, et iota, comme toujours, le morphisme de localisation. Iota rend les éléments de S inversibles. C'est ça l'analogue dans la localisation. Le cas que soit S dans S, iota de S est inversible. Il est inversible dans S moins A. Il appartient au groupe multiplicatif de l'anneau S moins A. En effet, iota de S, évidemment son inverse, ça va être 1 sur S. Iota de S, c'est S sur 1. S sur 1 fois 1 sur S, c'est S sur S. J'ai déjà dit qu'on pourrait simplifier. Ici, j'ai S fois 1 sur S fois 1, j'ai 1 sur 1. Je dis j'ai 1 dans l'anneau S moins 1 A. Je ne peux pas faire ça pour tout élément de A, parce que je n'ai pas le droit d'écrire 1 sur petit a. Si A n'est pas dans S, je n'ai pas le droit d'écrire 1 sur A. J'ai le droit d'écrire 1 sur S, parce que petit s est un grand S. Donc on dit iota rend les éléments de S inversibles.
Peut-être qu'il rend même plus d'éléments que les éléments de S inversibles. C'est ce qui se passe dans les nombres décimaux. 2 devient inversible dans le nombre décimaux. Mais il n'est pas dans la liste des puissances de 10. Mais en tout cas, iota rend les éléments de S inversibles. C'est-à-dire, iota de petit s est inversible dans S moins 1A. Et c'est ça sa propriété, et cette construction est universelle. C'est-à-dire que dès que vous avez un morphisme de A qui rend inversible les éléments de S, il factorise à travers du morphisme de localisation. Donc ça, c'est la propriété universelle de la localisation. Donc soit A en un O et S dans A, une partie multiplicative. Alors, iota de A dans S moins 1 de A est tel que, est un morphisme d'un O tel que iota de S est inversible quel que soit S. Et c'est le morphisme universel avec cette propriété. Et il est universel ayant cette propriété. C'est-à-dire à chaque fois que j'ai un morphisme F de A dans un anneau quelconque B qui rend les éléments de S inversibles, que pour tout anneau B et pour tout morphisme F dans A dans B avec F petit s inversible dans B, quel que soit petit s dans S, il existe un et un seul morphisme F' de S-1A dans B tel que F' rond iota égale F. C'est-à-dire le diagramme. On a un diagramme comme ça. On a iota de A dans S-1A. On a F de A dans B. On a un F' ici. Tel que ce diagramme commute. F' rond iota est égal à F. Oui, c'est complètement analogue à la propriété universelle du quotient. Sauf que le quotient, c'est un morphisme qui rendait zéro certains éléments. Ici, c'est un morphisme qui rend inversible certains éléments. Et il faut démontrer, bien sûr. C'est une propriété, il faut démontrer. J'ai déjà démontré que iota rend inversible les éléments de grand S. Donc il faut démontrer que iota est universel. Donc ce qu'il faut démontrer, c'est que je prends donc B et F, un morphisme de A dans B, tel que F de S inversible dans B, pour tout S dans S. Bon, donc on veut démontrer qu'il existe un et un seul morphisme F' comme ça. Peut-être qu'on va partir du principe qu'on le connaît, comme ça,
on va donc commencer par démontrer l'unicité, et comme ça, on va aussi avoir l'idée de la construction. Mais bon, pas trop de choix ici, mais faisons comme ça. Supposons qu'il existe f' de S moins 1 de A, morphisme d'un O, tel que f' rond iota égale F. On aimerait voir que f' soit vraiment uniquement déterminé par F. Donc calculons f' sur un élément A sur S. Qu'est-ce que c'est que f' A sur S? Vous voulez dire que f' rond iota égale F, c'est que je sais ce que c'est f' sur A sur 1. Mais je ne sais pas ce que c'est f' de A sur S. A sur S n'est pas forcément dans l'image de iota, donc je n'en sais rien. Mais je sais ce que c'est f' sur A sur 1. Donc je vais déjà écrire A sur S comme A sur 1 que multiplie 1 sur S. Et comme f' est un morphisme, c'est donc f' de A sur 1 que multiplie f' de 1 sur S. f' de A sur 1, vous voyez, ça je sais, parce que A sur 1, c'est iota de A. 1 sur S, ben je sais aussi ce que c'est, parce que 1 sur S, j'avais dit que 1 sur S, c'était l'inverse de S sur 1. Donc je peux l'écrire comme ça. Là, je peux déjà simplifier. F' rond iota, c'est F. Donc ici, j'ai F de A. Et là, F', c'est un morphisme, donc il en va l'inverse d'un élément inversible sur l'inverse de son image. Mais là, j'ai encore un élément de la forme A sur 1, même S sur 1. Peu importe, c'est de la forme A sur 1. Donc ça, c'est F' de iota de S. Donc j'ai F de A. Et f' de iota de S, c'est f' rond iota de S, donc c'est f de S moins 1. Et vous voyez, f' est déterminé complètement par F. Donc ça montre l'unicité. Il est déterminé par F. Et ça nous donne aussi l'idée de la définition de f'. F', il part de S-1 de A. Et attention, S-1 de A, c'est un quotient d'un ensemble. Ça, c'est dangereux. Il y a toujours des histoires de vérifier est-ce que ça ne dépend pas des représentants. Donc, je vais définir f' en commençant par une application définie au niveau de A croix S, l'ensemble dont S-1 de A est le quotient. Pour l'existence, définition d'abord. Une application, ce n'est pas un morphisme parce que A croix S n'est pas un anneau. Une application ensembliste, G de A croix S dans B par G de AS, ça doit être F de A, F de S moins 1. Il faut vérifier que ça ne dépend pas du représentant. Si A, S est équivalent à BT, on a un GAS égale G de BT. Donc, faisons-le. En effet, il existe R dans S tel que RTA égale RSB. C'était ça la définition, dire que AS est équivalent à BT. Donc aussi, là, j'ai des éléments. Ça, c'est une égalité dans A. Donc, je peux lâcher F dessus. F est une application, hein, je rappelle, F est une application qui va de A dans B.
Je suis en train de construire celui-là. Mais f, vous voyez, il est de A dans B. Donc, je peux lâcher f là-dessus. Donc aussi, f de RTA égale f de RSB dans B. Qu'est-ce que c'est que f de RTA? C'est f de R que multiplie f de T que multiplie f de A. Et f de RSB, c'est f de R que multiplie f de S que multiplie f de B. Mais maintenant, f rend inversible tous les éléments de S. R, T et S sont inversibles. Donc f de R, f de T, non, qu'est-ce que je dis? R, T, S ne sont pas inversibles dans A. Mais f de R, f de T, f de S sont inversibles dans B, par hypothèse. F est un morphisme de A dans B qui rendait inversibles tous les éléments de S. Donc f de R, f de T, f de S sont inversibles. Donc je vais multiplier cette égalité par leurs inverses. Je vais multiplier par fr-1, ft-1, fs-1 cette égalité. Vous voyez, je vais avoir fs-1 f de A égale, parce qu'ici il n'y avait pas de f de S, donc ces facteurs-là s'en vont et il va y avoir un fs-1. Ici il y a fr et fs qui s'en vont, mais il y a un ft-1 qui reste. Donc ça c'est modulo permutation de facteurs. Vous voyez ici j'ai G de BT et là j'ai G de AS. Et donc G ne dépend pas des représentants des classes d'équivalence. Donc définit une vraie application induit, comme on dit, induit une application f' de S-1 de A, l'ensemble quotient, dans B, par, en fait, on a un f' de A sur S, ce n'est rien d'autre que G de AS, c'est-à-dire c'est fs-1, je ne sais plus de quel ordre je l'écrivais, f de A, f de S-1. Donc là, vous voyez, je viens de démontrer que ça c'est bien défini, en fait, hein, que ça ne dépend pas de la représentation de la fraction. FA, fs-1 ne dépend pas de la représentation de la fraction A sur S. Après, c'est facile de vérifier que c'est un morphisme d'un O. F' est un morphisme d'un O. C'est là où on voit pourquoi on a introduit l'addition telle qu'on l'a fait. F' de A sur S plus B sur T. Donc, il faut d'abord faire la somme, donc c'est-à-dire TA plus SB sur ST. Après, j'applique la définition de F'. Donc je prends cette représentation-là de la fraction, bien sûr. Donc je prends f du numérateur TA plus SB, et je prends f du dénominateur, et je sais qu'il est inversible. Donc je prends la puissance moins 1. Là, j'applique, moi je sais que f est un morphisme d'un O, donc je peux écrire ici f de T, f de A, plus f de S, f de B. Et le tout, je multiplie par l'inverse de l'image, c'est l'image de l'inverse. Donc, on peut peut-être écrire comme ça. Et après, en faisant quelques manipulations, on obtient ça. Et je fais la multiplication. Et vous voyez, j'ai f de A, f de S moins 1, plus f de B, f de t moins 1. C'est-à-dire f' de la fraction A sur S plus f' de la fraction B sur T. C'est là où vous voyez, ce calcul-là dit qu'on est obligé de définir la somme de deux fractions comme ça. C'est là où ça explique pourquoi en école élémentaire, vous apprenez qu'il faut additionner des fractions comme ça. Sinon, ça ne marcherait pas ici. Oui, voilà, ce qu'on ne vous raconte pas à l'école élémentaire, mais c'est ça c'est la raison. Pourquoi on additionne des fractions comme ça. Voilà, ça c'est pour l'additivité. Pour la multiplicativité, c'est plus facile. La multiplicativité, c'est
f' de A sur S fois B sur T, c'est f' de AB sur ST, donc c'est f de AB que multiplie f de ST moins 1, et vous faites la même manipulation, f de A, f de S moins 1, que multiplie f de B, f de T moins 1, c'est donc bien f' de A sur S que multiplie f' de B sur T. Et pour finir, f de 1, c'est f' de 1, c'est f' de 1 sur 1, cette fraction-là. C'est donc f de 1 que multiplie f de 1 moins 1. Et donc f de 1 est égal à 1, f de 1 est égal à 1, 1 moins 1, c'est 1 fois 1 moins 1, c'est 1. Donc on a bien un morphisme d'anneau. Donc f' est un morphisme d'anneau. Et qu'est-ce que c'est que f' rond iota? Si je l'évalue sur un élément A, donc f' de iota de A, donc f' de A sur 1, qu'est-ce que c'est que f' de A sur 1? C'est f de A que multiplie f de 1 moins 1. F de 1 moins 1, c'est 1 moins 1, c'est l'inverse de 1, c'est 1. Donc on a bien f de A. C'est-à-dire f' rond iota est bien égal à f comme il fallait. Donc j'ai tout fait là. Ça démontre l'existence de f'. Ça, c'est très puissant, comme j'ai déjà expliqué pour les quotients d'anneau. Une propriété universelle, c'est vraiment très puissant, parce que du coup, on peut aussi se dire, j'ai qu'à définir de manière générale quand est-ce qu'un morphisme est un morphisme de localisation. Je vais simplement demander que le morphisme rend inversible les éléments de S et qu'il soit universel avec cette propriété. C'est ce qu'on va faire dans la suite. Et après, je trouve qu'ils sont toujours isomorphes, ces choses-là. Plus généralement, on va donc définir la chose suivante. On se donne toujours un A en anneau et S dans A, une partie multiplicative. Donc un morphisme d'anneau lambda de A dans un anneau L, on va peut-être dire être une localisation. En fait, ça va être unique à isomorphisme près, donc on va, par abus de langage, dire la localisation, est une localisation de A par S si, donc deux choses, lambda rend inversible les éléments de S, donc pour tout petit s dans S, lambda S est inversible dans L, et deuxièmement, il est universel, ayant cette propriété. C'est-à-dire que pour tout f de A dans B, tel que f de S contenu dans B croix, il existe un et un seul morphisme f' de L dans B, tel que f' rond lambda égale f. J'ai remplacé S-1 de A par L et iota par lambda. Voilà, je ne veux pas forcément m'accrocher à la construction explicite de la localisation. Je veux en fait que tout morphisme d'anneau qui a les mêmes propriétés que S-1 de A avec son morphisme iota soit une localisation. Donc ça dépend de A et de S, bien sûr. Et par le procédé habituel, on a la proposition que la localisation est unique à un même unique isomorphisme près. Donc avec la même notation, soit lambda de A dans L, une localisation de A par la partie multiplicative S, alors il existe un isomorphisme F, ou peut-être faut-il l'appeler F'. Bon, je vais l'appeler F, S-1 dans L, tel que tout commute, c'est-à-dire
les deux morphismes de localisation se correspondent. Vous avez A dans S-1A avec iota, vous avez A dans L avec lambda, et vous avez ici un isomorphisme, c'est-à-dire que ça commute. Et d'ailleurs, cet isomorphisme est unique, d'après la propriété universelle de la localisation. Donc il existe un unique même. Ça, c'est très fort, parce que ça veut dire qu'on sait comment identifier les éléments, parce qu'il y a un unique isomorphisme. Donc je peux même écrire S-A égale à L, parce que c'est un sens d'isomorphisme très fort. C'est que j'ai une unique façon d'identifier les éléments de S-A avec les éléments de L et réciproquement. Donc la démonstration, c'est un exercice. C'est toujours le même procédé formel. C'est que vous avez un morphisme qui rend inversible les éléments de S par hypothèse, lambda. Donc vous allez avoir le morphisme F, on l'avait appelé F' tout à l'heure, S-1 de A dans L. Ensuite, vous renversez les rôles, et ensuite vous les composez, vous utilisez encore que les deux soient... Vous utilisez en tout 4 fois que vous avez des localisations. Mais ça va... C'est vraiment extraordinaire, ça va donner tout le résultat. C'est complètement trivial. Donc il faut le faire, c'est très important comme exercice. Ça vous entraîne sur la propriété universelle. Là, en l'occurrence, de la localisation. Donc dans ce cas, on se permet d'écrire carrément... Oui, attendez, S-1 égale à L, et pas seulement isomorphe à L. Oui? Alors, il existe un unique isomorphisme? Unique isomorphisme F de S-1 de A dans L, oui. Tel que, il existe, alors, oui, je n'écris pas très clairement. Alors, il existe un isomorphisme unique, un unique isomorphisme unique de F dans S-1 A de L, c'est-à-dire que ce diagramme commute, c'est-à-dire F rond iota égale lambda. Évidemment, il peut y avoir plein d'isomorphismes entre S-1 de A de L et L. En général, il suffit de composer avec un automorphisme à gauche ou à droite de ces anneaux, et vous avez un autre isomorphisme. Mais il n'y en a qu'un seul qui fait commuter ce diagramme. C'est ça ce qui nous permet d'écrire S-1 égale à L, parce qu'on sait comment identifier les éléments. On va le voir tout à l'heure dans un exemple. À la fin, j'aurai un bel exemple bien explicite. Par exemple, il y a une proposition déjà qui illustre un peu ce principe-là. Supposons que S carrément multiplicatif dans A croix, que les éléments de S sont déjà inversibles. Alors, s'ils sont déjà inversibles, ce n'est pas la peine de les rendre inversibles. Autrement dit, l'application d'identité de A dans A est déjà une localisation de A par S. Autrement dit, ce n'est pas la peine d'introduire des fractions. J'ai déjà le morphisme universel dans un anneau qui rend inversible les éléments de S. Je vérifie simplement que l'identité satisfait la propriété universelle de la localisation de A par S. Et j'applique la proposition précédente. J'explique. Montrons que l'identité de A dans A est une localisation de A par S. Donc il faut vérifier deux choses. L'identité de S est dans A croix, quel que soit S dans S. Ça c'est OK, parce que l'identité de S, c'est S. Et S est dans A croix. C'est l'hypothèse. Je supposais que tout le monde était déjà inversible. Donc ce n'est pas la peine de faire compliqué. L'identité de S est inversible, parce que l'identité de S est égale à S. Et deuxièmement, il faut démontrer que ce morphisme est universel parmi les morphismes rendant S inversible. Donc soit F de A dans B
morphisme tel que f rend tous les éléments de S inversibles dans B, donc c'est-à-dire f de S est contenu dans B croix. Alors, il faut démontrer qu'il existe. Il faut démontrer, oui, c'est complètement trivial, il faut démontrer qu'il existe un unique morphisme f' de L. Le L ici, c'est A, vous voyez? Le lambda, c'est l'identité, le L, c'est A. Donc il faut démontrer qu'il existe un unique morphisme f' de L dans B, mais c'est A, tel que f' rond lambda est égal à f. Mais lambda, c'est l'identité. Donc il faut démontrer qu'il existe un unique morphisme f' de A dans B, tel que f' rond identité égale à f. Mais c'est clair, parce que f est l'unique morphisme tel que f rond identité égale à f. Vous voyez, trivialement, l'identité de A dans A satisfait la propriété universelle. Donc on applique la proposition précédente d'après la proposition précédente. D'après la proposition précédente, S-1 est isomorphe à A, et il y a même un unique isomorphisme. Je peux même dire que S-1 est égal à A. C'est le même anneau. Une petite illustration de la propriété universelle. Une illustration triviale, mais qui va être utile tout à l'heure. Par exemple, soyons un peu plus explicites, je prends A égale Z sur NZ. Et je prends S, l'anneau Z sur NZ. N, c'est un entier naturel non nul. Et je prends S, les éléments qui sont inversibles déjà dans cet anneau. C'est donc la classe des X, c'est-à-dire que PGCD de X et N égale 1. Donc on a, ils sont déjà inversibles, hein, ça c'est A croix. Donc on a S-1A égale à A. Ici, qu'est-ce que vous avez? Ici c'est la fraction, c'est la vraie fraction d'entier modulo N. Et vous avez ici des choses comme ça. Vous avez la classe de A, quotienté, sur la classe de S. A, c'est un élément de Z sur NZ, et S, c'est un élément de Z sur NZ croix, les inversibles. Ah non, là je confonds, là c'est des barres, donc je sous-entends que c'est des entiers. Donc A, c'est un entier relatif dans Z, et S, c'est un entier relatif dans Z, c'est un entier relatif, tel que PGCD de S et N égale 1. Ce qui est intéressant, c'est que ça construit des anneaux comme ça, des anneaux où numérateur et dénominateur, c'est des entiers modulo N. Sauf qu'il faut faire attention, dans cet anneau-là, le dénominateur, c'est uniquement des classes d'entiers premiers avec N. Et A, c'est juste Z sur NZ, c'est-à-dire c'est l'ensemble de la classe de A tel que A est dans Z. Donc, ça veut dire que vous pouvez donc écrire des fractions. Si ces deux anneaux sont égaux, vous pouvez écrire des fractions d'éléments ici, pourvu que le dénominateur
soit la classe d'un entier relativement premier avec n, vous pouvez écrire un élément comme ça, et c'est encore un élément de z sur nz. Voilà, donc ça c'est un petit exemple, pas très explicite. Ça aurait été intéressant peut-être de faire un peu plus explicitement. Bon, je crois que je vais quand même faire ce paragraphe en deux parties parce qu'il y a encore de la matière, donc on va faire une petite pause et on continue dans la deuxième partie sur ce paragraphe.